Débat du Grand Soir 3 avec cette question, la France est-elle au bord de l'implosion, du chaos, alors que les contestations se multiplient? Est-ce qu'on est dans une impasse politique? Comment François Hollande, au plus bas dans les sondages, peut rebondir? Ce sont quelques-unes des questions que je vais vous poser. Géraldine Mühlmann, bonsoir. Bonsoir. Les auditeurs et les téléspectateurs de France Télévisions vous connaissent bien. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris 2. Votre dernier ouvrage, l'histoire des idées politiques au PUF. Bonsoir Bruno Gassio. Bonsoir. Humoriste, scénariste, ancien patron des... Non, vous n'êtes plus humoriste. Bon, parfois vous êtes drôle quand même. Ah oui, mais il me faut une page blanche et 8 heures pour faire rire. Bon, alors qu'un humoriste arrive sur un plateau, il dit quelque chose, les gens se marrent, son humeur fait rire. Moi, c'est mon travail qui est censé faire marrer. Très bien. Alors, votre travail précédent, c'était Les Guignols de l'Info. Votre nouveau travail, c'est ce livre, ce petit manuel de survie à l'intention d'un socialiste dans un dîner avec des gens de gauche. Effectivement, il souffre un peu, ce socialiste, ces temps-ci. Oui. Renaud Dely, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste politique, directeur de la rédaction du Nouvel Observateur. Effectivement, il y a des choses à observer. Ces jours-ci, l'écotaxe, le ras-le-bol fiscal, les rythmes scolaires, l'affaire Leonarda, j'en passe. Rien ne va plus pour le gouvernement et le président. J'ai envie de vous demander la faute à qui, Géraldine Mühlmann? La faute à pas de chance, la faute à Hollande, la faute à la crise? Avant de chercher la faute, il faut d'abord dire que c'est très dur. Enfin, je veux dire, le problème de fond, c'est que pour les classes populaires de ce pays, c'est dur depuis assez longtemps. Les gens ont le sentiment de s'appauvrir. De fait, chômage d'un côté, pouvoir d'achat stationnaire, pour ne pas dire en berne, c'est très dur. C'est une période très dure qui a été annoncée par François Hollande très clairement dans son agenda. Le 9 septembre 2012 est intervenu, il a fait une interview télévisée sur une autre chaîne, mais il a dit clairement « j'en ai pour 2 ans ». Il avait dit aussi que la courbe du chômage allait s'inverser d'ici la fin de l'année. Il avait dit d'ici la fin, voilà. J'en ai pour 2 ans, et c'est vrai qu'il y a un essoufflement sur la fin. Peut-être que c'est trop dur pour certaines personnes. Peut-être que la communication nous a trop vite dit que ce serait terminé. Ça y est, c'était le bout du tunnel, alors que ce n'est manifestement pas vrai. Cet automne est très difficile. Et puis le divorce, si vous voulez, je voudrais dire cela, le divorce entre les classes populaires et la gauche est ancien. Enfin, ça fait longtemps que les choses se passent mal. Depuis les années 80, c'est un lien qui n'est plus évident du tout. Et donc, certains ont voté Hollande, mais ce lien est très ténu. Et donc, il y a un rapport de confiance qui est tout le temps en train de se chercher. Et je pense que si déception il y a, elle est sur le fond d'une désillusion qui vient de très très loin. Et quand on voit l'état du Front National, qui est très haut, précisément dans les classes populaires, qu'elles soient agricoles, ouvrières, les petits employés, etc., je pense que ça inhibe tout le monde, et particulièrement le pouvoir. Cette impression qu'il y a une solennité historique. Si le FN atteint des scores, comme certains le disent, je pense que c'est un effet inhibant. Ils sont un peu pétrifiés. Le pouvoir est pétrifié. On va reparler du Front National un peu plus tard, Bruno Gassio. J'ai lu votre livre et quand Merci. je pose la question à qui la faute, vous, la réponse de votre socialiste, c'est aux Allemands, la faute à l'Allemagne. Il cherche dans un dîner avec des gens de gauche, un socialiste, aujourd'hui il est embêté. Parce que quelqu'un de gauche lui dit, mais alors qu'est-ce qu'il fait ton président? On a voté pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Donc forcément il cherche des excuses. Les Allemands sont des gens pratiques. Des Hohenzollern à Schumacher, ils nous ont emmerdés tout le temps. Et c'est toujours une histoire d'argent. Vous rappelez quand même 82, Schumacher, le gardien de but de la Blaise Mannschaft. Battiston, voilà, on mène 3-1, enfin je sais pas quoi, on aurait pu aller en finale, bon bref, ça ne s'est pas fait. C'est un traumatisme français dû aux Allemands. Et aujourd'hui, on est dans une situation où accuser l'Allemagne est extrêmement pratique parce que effectivement, ils ont l'air de s'en sortir mieux. Mais c'est parce qu'il y a chez eux une misère acceptée. Il y a 8,5 millions d'emplois à 8,50 €. Il y a une dame l'autre jour dans un reportage qui disait qu'elle livrait des pizzas avec sa propre voiture pour 4 € de l'heure. Alors effectivement, avec des salaires de Chinois, on va pouvoir créer de l'emploi. Parce que si demain, moi, je dois payer un employé de maison, par exemple, 3 € de l'heure, je vais en prendre 2. Et donc, je vais faire baisser le chômage. Mais je ne vais pas créer ni de l'activité, ni du pouvoir d'achat chez ces gens-là. Je vais créer de la précarité. Donc c'est pas une solution. Les Allemands ont fait ça parce que à une époque où on aurait dû faire l'Europe politique avant de faire l'euro, les Allemands, quand ils nous ont demandé de faire l'Europe politique, on a dit non. Les Français socialistes ont dit non. C'est Jospin à l'époque. On a répondu non. Les Allemands, voyant que ça allait être la panique, se sont repliés sur eux-mêmes et sont devenus les parasites de l'Europe.
Et il parasite l'Europe, de fait. Renaud Dely, alors je sais que vous n'êtes pas l'avocat de François Hollande, mais qu'est-ce qui peut... La tâche est rude, mais qu'est-ce qui peut... essayons quand même. Qu'est-ce qui peut plaider pour lui ces temps-ci, mis à part le fait qu'il y a plusieurs choses. C'est le mauvais homme au mauvais endroit, peut-être? Vous posiez la question au départ, la faute à qui? Évidemment que la faute des gouvernants, parce qu'ils sont au pouvoir, parce qu'ils exercent des responsabilités éminentes, à commencer par le chef de l'État, est importante. La première faute, elle incombe forcément à celui qui exerce les plus fortes responsabilités. Et pour autant, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui s'ajoutent, parfois de façon un peu irrationnelle, et qui expliquent la crise dans laquelle on est aujourd'hui. D'abord, je pense que c'est beaucoup plus difficile de gouverner la France aujourd'hui que ça ne l'était il y a 20, 30 ou 40 ans. Que la France aujourd'hui, dans la mondialisation, elle se cherche beaucoup plus, elle subit, et on le voit notamment à travers les gens qu'on voit dans la rue, mais aussi tous ceux qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'il y a d'une part des revendications catégorielles ou corporatistes qui sont parfois légitimes, qui s'expriment. De plus en plus et puis il y a toute fort, une frange, et puis il y a toute une frange des classes populaires dont parlait Géraldine Milman tout à l'heure, que on n'entend pas et qui souffrent peut-être encore davantage, qui ne votent plus, qui ne sont même plus inscrits sur les listes électorales, etc., et qui ont totalement décroché. Donc tout ça, il y a une perte il y a une délégitimation du pouvoir, mais d'un pouvoir qui a des marges de manœuvre bien moindre aujourd'hui dans la mondialisation et dans la construction européenne. Qui a le vrai pouvoir aujourd'hui? Est-ce que c'est davantage le président de la République ou le patron d'une grande multinationale qui a ses entrées à la Commission de Bruxelles? Ce sont des questions qui se posent tous les jours, et pourtant, c'est normal que les gens qui votent, ils pensent, au moment où ils votent à l'élection présidentielle, en plus avec les institutions qu'on a, ils pensent donner un pouvoir éminent, voire suprême, à une forme de monarque républicain. C'est donc normal qu'il se tourne vers lui pour demander des comptes à un moment. Mais le pouvoir, c'est pas la rue qu'il a aujourd'hui, puisqu'on a vu le gouvernement reculer sur plusieurs dossiers fiscaux notamment. C'est un sport national en France de descendre dans la rue. C'est l'idée des barricades de la Révolution française. Il faut qu'on continue à couper les têtes de nos gouvernants. Attendez, entre couper les têtes et descendre dans la rue, pardon, c'est pas le même... On peut commencer à descendre dans la rue et couper symboliquement les têtes. Je crois... La populace ne peut faire que des révoltes. Pour faire une révolution, il faut un peuple. Alors là, moi, je vais vous dire, les mouvements sociaux, aucun théoricien, aucun expert, aucun politologue ne peut prétendre avoir la science sur ce qui se passera. Ils ont toujours surpris dans l'histoire, et donc je ne me mouillerai pas. Je pense qu'il y a des vrais risques que ça dégénère. Je pense qu'il y a toute l'instrumentalisation politique pour que ça dégénère. Je pense aussi que ce sont des mouvements qui n'ont pas forcément tous des liens entre eux et qu'il faut une alchimie particulière pour qu'un grand mouvement social existe. En plus, l'autre chose qu'il faut dire, c'est que François Hollande va peut-être intervenir. Je veux dire, beaucoup de gens, on en parlera peut-être après, disent il faut qu'il fasse, qu'il remanie ça. Il va peut-être intervenir autrement. Trouver des solutions. Mais je pense que, voilà, là, on est dans ce que certains appellent une séquence. Je pense que le pouvoir n'a pas encore dit exactement comment il allait la clore, s'il y arrive. Mais il est certain qu'en s'engageant au bout de 2 ans à ce que la croissance revienne et à ce que l'emploi aille mieux, il a donné des verges pour se faire battre. Il faut vraiment que d'ici les premiers mois de 2014, ça aille mieux. Sinon, c'est vrai que là, on entre dans un inconnu politique. Là, on a vraiment l'impression que le pouvoir subit ce qu'on appelle le bashing, le lynchage politique. Pas un jour, pas une semaine sans des unes de journaux, de magazines qui critiquent violemment le président de la République. Bruno Gassio, avec votre pamphlet, c'est pas un peu du Hollande bashing aussi? Vous ne participez pas de ça? Non, d'abord parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je l'ai pas écrit la semaine dernière, je l'ai écrit il y a quelques mois. Non, mais il est basé sur quelque chose de très positif, ce livre. Je travaille depuis 2 ans avec Pierre Laroutourou, Michel Rocard, Edgar Morin, plein d'économistes, des gens de Finance Watch, avec des idées de propositions qu'on est allé porter à M. Hollande à l'époque où il écrivait son programme. La séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires s'est retrouvée dans une des propositions qu'on avait, s'est retrouvée dans ce programme. Simplement, quand on est arrivé au moment de la loi, ça n'a pas été fait. La loi est un mensonge. Il n'y a pas eu de séparation des banques. On peut dire ça ne sert à rien. Ça sert à une chose, c'est de remettre la finance à sa place et d'obliger les banques à faire leur vrai boulot, qui est de prêter aux PME, de prêter au PMI. Il y a 93%, j'ai regardé ça, 93% des entreprises en France ont moins de 9 employés. Il faut quand même regarder de ce côté-là. Les grandes entreprises du CAC 40, certes, c'est intéressant. Il y a un chiffre encore aujourd'hui, j'ai regardé ça, j'ai regardé la bourse. Vous êtes vraiment devenu un économiste, hein? Je suis pas devenu un économiste, je suis devenu un Français qui s'intéresse à ce qui le fait
souffrir un petit peu. Et les Français devraient s'intéresser à ça. Les 3 entreprises qui tirent le CAC 40, comme on dit, c'est Natixis, la Société Générale et le Crédit Lyonnais, qui ont fait depuis le début de l'année entre 24 et 60% de plus à la bourse. Ceux-là, ils vont très bien. Est-ce que cet argent va à l'économie réelle? Je ne le crois pas. 12% il va, exactement. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Il y a vous avez raison, ce qu'il y a notamment dans la loi de la séparation des banques n'est pas à la hauteur des engagements qui avaient été pris par le candidat Hollande, notamment lors du fameux discours du meeting du Bourget qu'on a tous en tête, mon ennemi c'est la finance. Pour autant, cette loi elle existe. Mon adversaire c'est la finance. Pour autant, cette loi elle existe, on peut estimer qu'elle ne va pas assez loin. Mais c'est toute la... C'est pas qu'on va pas loin, elle n'existe pas. C'est toute la difficulté du réformisme. C'est toute la difficulté de la social-démocratie. Quand vous expliquez qu'un socialiste, effectivement, il est mal à l'aise dans des dîners, notamment avec des gens qui se prétendent en tout cas plus à gauche que lui, c'est assez facile. Ça a toujours été le cas. Le réformisme, la social-démocratie, c'est toujours plus difficile à mettre en œuvre, alors a fortiori dans une période de crise, par rapport à des gens, et en l'occurrence c'est pas de vous dont je parle, mais par rapport à des gens, par exemple le parti de gauche, le front de gauche, qui se prétendent plus à gauche, mais qui ne sont pas au pouvoir, qui n'ont pas, on connaît la phrase de Peggy, ils ne veulent pas y aller. Ils ont les mains pures parce qu'ils n'ont pas de main. Donc bien sûr, ils ne veulent pas y aller. Ce qui est certain, c'est que faire mettre en œuvre ce réformisme, cette social-démocratie, dans ce contexte de crise aujourd'hui, alors en plus avec le tempérament de François Hollande qui aspire sûrement beaucoup trop à rechercher un improbable consensus sur la plupart des sujets, alors qu'il y a parfois, à force de vouloir fâcher personne, on finit par vexer tout le monde. C'est un petit peu la contradiction dans laquelle il est prise, mais c'est sûr que cet art de gouverner, notamment par exemple si on regarde ce qu'il a essayé de faire, ou ce qu'il essaie encore de faire sur la démocratie sociale, d'essayer de se tourner un peu plus vers les syndicats, de les mettre en avant, on l'a vu sur la réforme du marché du travail. Le problème, c'est que les syndicats, en France, sont très peu représentatifs. On le sait, il y a un taux de syndicalisation qui est beaucoup trop faible, notamment par rapport à ce qui a pu se produire historiquement en Allemagne. Donc on voit toutes les contradictions et toutes les impasses dans lesquelles aujourd'hui le réformisme est face à une situation de crise qui est effectivement c'est un débat à ouvrir qui peut aller très très loin. Bruno, on va écouter 3 de nos confrères européens, parce que la presse européenne, un peu comme la presse française, fait un petit peu du Hollande bashing. Courrier International a sélectionné la semaine dernière des articles de la presse européenne qui tirent à boulet rouge sur le président français. Nous avons interviewé Frédéric Maillard et Philippe Lagone cet après-midi, 3 correspondants de la presse étrangère à Paris. On les écoute sur le climat politique en France. Les Français sont des grognards, on le sait. Ils aiment se plaindre, mais en ces cas, je trouve qu'ils ont raison. Ils ont raison car ils sont frappés par une crise économique et ils ont l'impression très forte de n'être pas gouvernés. Alors pour nous, par exemple, nous Italiens, n'être pas gouverné, c'est plutôt bon. Et pour les Français, par contre, c'est un problème. Je l'ai déjà écrit aussi avant, beaucoup de confrères avec moi, déjà pendant la campagne présidentielle, que François Hollande allait payer très cher le fait de ne pas dire avant ce qu'il allait faire après. En même temps qu'il faut dire qu'il n'a jamais menti, mais il aurait pu dire plus clairement l'étendue des sacrifices à faire. Sincèrement, il y a beaucoup de Suédois qui sont un petit peu jaloux des Français, qui disent qu'au moins eux, ils descendent dans la rue. Les Français demandent que François Hollande explique sa politique, ce qu'il fait, quelle est sa vision de la France, où est-ce qu'il nous emmène pour l'avenir. Les Français, ils sont complètement largués en quelque sorte. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qui leur arrive. Ils sont massacrés, matraqués par les impôts. Ils attendent une réponse. Ils donnent beaucoup, mais en contrepartie, le gouvernement, ils ont l'impression, ne leur donne pas assez. Donc voilà l'explication pour la fronde qu'on a actuellement en France. Voilà, propos recueillis par Frédéric Maillard et Philippe Lagone. Charline Mulman, on vient de l'entendre, les correspondants disent que les Français, le peuple de France ne sait plus, en gros, où il habite. Vous, quelle solution vous aimeriez trouver? Est-ce qu'il faut tout changer les institutions peut-être? C'est pas simple, mais c'est important. Bon, ce qui est dur à changer, c'est l'objet de votre conversation tout à l'heure. Une politique réformiste, social-démocrate, avec des vrais outils qui permettent de réguler le capitalisme, ça c'est vraiment ce que tout le monde est en train de chercher. La vérité, c'est qu'on avait 2 outils historiques qui s'appelaient l'outil budgétaire, la politique budgétaire et la politique monétaire, et que nous n'avons plus ni l'un ni l'autre. Donc le problème de la gauche réformiste, mais aussi franchement d'une droite qui n'est pas purement libérale, et dans ce pays il y a encore une droite
qui n'est pas purement libéral. Ceux qui ne sont pas révolutionnaires mais qui sont réformistes, c'est qu'ils ont un problème d'outils et d'inventivité de nouveaux outils s'il y en a, ou de restauration des anciens outils s'il le faut. Alors, ça, est-ce qu'il faut inventer de nouveaux sur le outils fond, institutionnels? Institutionnellement, ce que je pense, parce que c'est toujours une question secondaire, la question des institutions par rapport aux enjeux les plus aigus politiques. Il nous reste plus que quelques minutes. Institutionnellement, ce que je pense, c'est que par ailleurs, et ça ne date pas de François Hollande, la figure de l'exécutif, enfin plus exactement la double figure de l'exécutif à double tête, bicéphale, me paraît complètement dépassée. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui les Français ne veulent plus un président complètement au-dessus de la mêlée, protégé par un Premier ministre. Je crois aussi que finalement personne ne protège plus personne et qu'il y a quelque chose effectivement qui serait à repenser. Vous avez un cabinet pour chaque ministre, un cabinet auprès du Premier ministre, un cabinet auprès du Président de la République. On est dans une époque où tout va très très vite, l'information est continue, il y a un temps politique qui a énormément changé. Je crois qu'on peut imaginer toujours un exécutif qui ne procède pas du législatif, mais je crois qu'il y a un problème lié au caractère bicéphale à deux têtes de l'exécutif. Alors est-ce qu'il y a une des deux têtes, Renaud Dely, qui va sauter bientôt? Remaniement, nouveau Premier ministre? Dans ces cas-là, la réponse est dans la question. Puisqu'il y a ce système bicéphale qu'évoquait Jérémy Newman à l'instant, on sait que laquelle des têtes va tomber si jamais une doit tomber. C'est évidemment celle du Premier ministre. Le président de la République, il est protégé pendant 5 ans. Par les institutions, il est élu pour 5 ans, et même si ça déplaît une bonne partie de ses concitoyens, il ira au bout de son mandat. À partir de là, on sait que le Premier ministre sert traditionnellement de fusible dans ce système-là. C'est une hypothèse. Est-ce que ça suffirait? Est-ce que ça suffirait de changer? Est-ce que ça suffirait de changer le Premier ministre pour reprendre la main? C'est pas du tout évident. C'est sûrement insuffisant, mais c'est vrai qu'il y a aussi une personnalisation aujourd'hui dans ce qu'on attend du chef de l'État, qui est probablement décalé par rapport au mode de fonctionnement aujourd'hui de la démocratie médiatique aussi. Le rôle des médias, le rôle maintenant des réseaux sociaux, où une information ou une pseudo-information chasse l'autre quasiment heure par heure. On a un pouvoir qui est sous pression et un président de la République qui est supposé être un monarque tout-puissant, ce qu'il n'est plus de fait face au fonctionnement de cette démocratie aujourd'hui. Donc tout le problème est qu'effectivement changer de Premier ministre, c'est une hypothèse assez probable. Je ne sais pas si ça va être dans quelques semaines ou dans 3 mois ou dans 6 mois. C'est probablement la prochaine étape. Est-ce que c'est suffisant pour qu'un pouvoir retrouve sa légitimité? Non, je pense qu'aujourd'hui la situation est plus complexe. Bruno Gassio, un changement de Premier ministre. Alors ça, je m'en moque complètement. Ça, c'est des problèmes institutionnels. Pour l'instant, est-ce qu'il travaille? C'est pas un problème de casting. Je pense pas que c'est un problème de casting seulement. Moi, je dis aux gens qui nous écoutent ce soir, j'espère qu'ils sont nombreux. Si le futur Premier ministre est Jean-Luc Mélenchon, c'est pas tout à fait la même ligne politique que Jean-Marc Ayrault. Peu importe. Peu importe. Ah bon? Oui, peu importe. Franchement, Mélenchon Premier ministre, on peut faire aussi Marine Le Pen Premier ministre ou Tartampion Premier ministre, ça n'arrivera pas. Ce sera un modéré. Voilà, on aura un sapin, on aura n'importe quoi, mais ça changera rien. Moi, je dis aux gens, si vous voulez des solutions, vous allez sur le site Roosevelt 2012, je fais un petit peu de pub, c'est .fr. Il y a 15 propositions. Il y en a qui sont applicables dans les 3 mois, il y en a qui sont applicables dans les 2 ans, et il y en a qui prennent beaucoup plus de temps, justement, qui touchent aux institutions. Mais en rien, celles qui sont possibles, et se mettre au travail. Dernière réponse à Géraldine, et après on arrête. Que l'on soit François Hollande, que l'on soit Jean-Marc Ayrault, que l'on soit n'importe qui au gouvernement, mettre en œuvre des choses sur le logement, le chômage, la taxe Tobin, sur les paradis fiscaux, ce sont des choses avec des moyens coercitifs qui vont vite, qui rapportent de l'argent très rapidement. Il n'est pas mal entendu. En rien, ce que j'ai dit sur le problème de l'exécutif à 2 têtes me signifiait que j'étais pour un remaniement. Je ne pense pas du tout d'ailleurs que ce soit forcément la bonne idée. Ça, c'est un problème politique, le remaniement. Je pense que par ailleurs, il y a un problème structurel lié à l'exécutif. Mais le remaniement, c'est peut-être pas la bonne idée. On va avoir l'occasion de reparler très vite de tous ces sujets-là. Merci d'être venu sur le plateau. Je reviens demain soir. Du Grand Soir 3. On se reparlera peut-être. J'ai pas fini. Très vite. Je vous donne la réponse à la question du soir de France TV Info en partenariat avec l'internaute.com. À titre personnel, avez-vous des raisons d'être en colère contre le gouvernement? Vous avez été plus de 20 000 à répondre oui pour une large majorité. C'est pas étonnant, 59,2%, non pour 28% d'optimistes. C'est bien. Merci à vous.